la fin de ce cours. Là. Mais, dans le cours, je vous ai posé un certain nombre de questions. Je vous ai demandé de réfléchir à certaines choses. D'accord ? Certains d'entre vous ont joué le jeu et ont posté des réponses sur Moodle. D'accord ? Parce que vous avez vu que je les avais reposées. Et donc, certains ont fait des propositions. Il y a des idées intéressantes dans ce qui a été proposé, mais tout n'est pas correct. D'accord ? Ceci étant dit, il y a des idées intéressantes. En particulier, sur la première question que j'avais posée, qu'est-ce qui se passe si on refroidit de l'eau liquide dans un récipient plein ? Plein, sous-entendu, il n'y a pas de gaz qui peut se compresser pour compenser. D'accord ? Et totalement indéformable et incassable. Donc, plein indéformable, c'est la bouteille en verre qu'on met au congélateur et qui explose. Ou en tout cas, au moins, le bouchon va sauter. D'accord ? Mais cette fois-ci, c'est incassable. Indéformable et incassable. Qu'est-ce qui va se passer ? On va arriver à la congélation. D'accord ? Arriver à la congélation, c'est-à-dire qu'on est au départ, a priori, sous 1 bar. Donc on se met sur la ligne des 1 bar et on refroidit. Donc on est sur la ligne des 1 bar, on refroidit. Je ne sais pas si ça va marcher, le stylo là. On va voir. Si on voit, attendez, alors dans ce cas, je vais peut-être changer la couleur du stylo. Encore que vert, c'est pas une super idée. On va essayer de mettre en noir tout simplement. Donc, au départ, on est ici. On refroidit et a priori, il n'y a aucune raison que l'on ne reste pas à 1 bar. D'accord ? C'est juste de l'eau liquide qui se refroidit. Au contraire, on aura probablement même une baisse de pression. Pourquoi ? Parce que ce liquide, en se refroidissant, va se contracter. Va se contracter jusqu'à quelle température ? Jusqu'à 4 degrés. Pas jusqu'à 0. L'eau est la plus dense à 4 degrés. Donc elle a un volume maximal, un volume minimal à 4 degrés. Pourquoi 4 degrés ? Pourquoi pas une autre ? C'est parce que c'est l'eau, et puis l'eau a des tas de comportements à la noix, d'accord ? Dû à ses propriétés qui sont essentiellement liées à ses liaisons hydrogène. D'accord ? Donc à 4 degrés, l'eau va être la plus dense, donc on aura peut-être une bulle de vide qui va apparaître, c'est tout à fait probable, dans le récipient, qui va redisparaître quand on sera descendu en dessous des 4 degrés, puisqu'à nouveau, on va avoir une densité, d'accord, qui baisse, donc un volume qui va légèrement réaugmenter. Et puis, ça va commencer à geler. Et là, vous devez le savoir, la densité de la glace est nettement inférieure à la densité de l'eau. Donc, on va à nouveau avoir un volume qui va tenter d'augmenter. Les cristaux de glace que l'on est en train de former, quand on est ici, ont un volume qui est plus grand que le liquide qu'ils sont en train de remplacer. Sauf que mon récipient est indéformable. Je ne peux pas en augmenter le volume. C'est pour ça que la bouteille, elle éclate, hein, d'accord ? Parce que ça pousse sur les côtés, parce que ça veut prendre un volume qui est plus grand, et donc ça fait éclater les bouteilles. Mais là, ça ne peut pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'augmenter le volume ou qu'on a plus de matière dans un volume qui est restreint ? Vous savez ce qui se passe, c'est quand on gonfle un pneu. La pression augmente dans le récipient. Donc, au fur et à mesure où de la glace va se former dedans, on a encore du liquide, hein. Tant qu'il reste du liquide, de toute façon, on doit rester sur cette frontière entre les deux. Mais comme la glace occupe plus de place que le liquide, on va être obligé de monter en pression. Et si on monte en pression, ça veut dire que, il y a un moment, vous voyez, on se redécolle. D'accord ? À la même température, si on est toujours à 0 degré, on va rester avec une phase liquide qui va être en équilibre avec les quelques cristaux qu'on a déjà formés. Et on continue à monter en température. Enfin, on est au congélateur, hein, donc on va perdre de la chaleur,
Donc globalement, là j'ai exagéré les choses, mais on va quasiment suivre cette courbe là, en montant en pression. Et vous voyez que quand on arrive à ce point-là, on change de type de glace. On a déjà formé de la glace normale jusqu'à ce niveau-là, et à ce moment-là, puisque la pression est devenue très élevée, on va commencer à former un autre type de glace. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Et bien après, on va rester planté à cet endroit-là un certain temps. Pourquoi? Parce que soit la pression continue à augmenter, et dans ce cas, on doit repartir vers des températures plus hautes. Eh bien oui, si on continue à monter en pression parce qu'on continue à former de la glace et qu'il y a encore du liquide, ça veut dire qu'on se déplace sur la ligne en partant, cette fois-ci, vers la droite. Ça peut éventuellement se produire, dans certains cas, qu'un phénomène de cristallisation produise de la chaleur. Vous en connaissez un de phénomène de cristallisation qui produit de la chaleur? Je suis sûr que vous avez déjà tous eu un jour ces petites poches en plastique remplies d'un liquide, on claque un truc à l'intérieur et ça chauffe. Jamais? Si? Vous avez déjà vu ça? En gros, il y a un truc qui est en train de cristalliser et ça produit de la chaleur. On est en train de fabriquer un solide et ça produit de la chaleur. D'accord? Donc on peut expliquer pourquoi. Mais donc, effectivement, en forçant la cristallisation, on risque de réchauffer un peu le liquide. Donc ce qui va se passer à ce moment-là, ça dépend de la puissance de refroidissement. D'accord? Si la puissance de refroidissement est vraiment très importante, ça ne se réchauffera pas, donc on ne va pas remonter vers la droite. Si c'est un refroidissement qui est vraiment très très lent, ça va se réchauffer. Donc on va repartir un peu sur la ligne droite, tant qu'il reste du liquide. D'accord? Donc on va remonter par là. Si maintenant le refroidissement est extrêmement rapide, ça prend en masse très rapidement en fait. Et puis donc on va avoir tendance plutôt à monter verticalement. Partir, oups, désolé, partir dans cette direction-là. Donc faire différents types de glace, mais hyper rapidement, d'accord? Très rapidement parce que la pression est en train de monter au fur et à mesure où on est en train de cristalliser. Mais ça se fait super vite. Donc ça va dépendre d'à quelle vitesse on va refroidir. Plus on refroidit vite, plus on part dans le solide rapidement, plus on refroidit lentement, plus on va remonter un peu sur le côté. Donc éventuellement, en produisant une fonte, puisqu'on produit de la chaleur, on remonte en température, une fonte de certains des derniers cristaux qu'on avait formés. C'est tout à fait envisageable. Mais très localement. Mais par contre, peut-être un dégagement de chaleur, ça c'est tout à fait envisageable. C'est bon? Ouais. Dans les poches dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui réchauffent les doigts, c'est de l'acide acétique. Enfin, de l'acétate de sodium pour être exact. Mais l'acétate de sodium, c'est juste de l'acide acétique dans lequel on a mis de la soude pour former de l'acétate de sodium. D'accord? Donc c'est un composé absolument sans danger, puisque l'acide acétique, c'est juste l'acide du vinaigre, pour préciser. Voilà, vous sachiez ce que c'est. C'est bon? Allez, est-ce que c'est à peu près clair? Donc voilà, en gros, dans notre récipient, on va, par augmentation de la pression, former des types de glace auxquels on n'est pas confronté d'habitude. Voilà, tout simplement. Parce qu'on va augmenter la pression. On avait une question également sur la pression partielle en dioxygène à Isola 2000 en été avant un orage. Mais je crois que celle-là, je l'ai faite directement dans le cours. Non, en partie. En tout cas, le début. Donc, on est à Isola 2000. À Isola 2000, vous avez là sur la pression de vapeur de l'eau, d'accord? Isola 2000, on est ici. La pression partielle, donc, elle est là. D'accord? Il fait 24 degrés.
Il est où 24? Il est ici. Donc, normalement, je vais peut-être prendre cette fois-ci une autre couleur. Ça marchera mieux. À 24 degrés, on devrait avoir donc une tension de vapeur, une pression de vapeur saturante de l'ordre de 3000 pascal. D'accord? Donc ça, c'est la tension de vapeur à 24 degrés, c'est-à-dire la pression maximale que l'on peut atteindre si on est à l'équilibre entre de l'eau et l'air qui le surplombe. D'accord? Donc c'est la pression maximale qu'on peut obtenir, 3000. Mais on est à 83%. D'accord? Donc la pression réelle en O2, en H2O, pardon. Non, mais je suis en train de mélanger les deux là. La pression partielle en O2, ce sera 0,83 fois ces 3000 pascal. Ça, c'est la pression partielle en dioxygène. La pression totale de l'air, donc la pression atmosphérique, on le voit ici, juste pour simplifier les choses, hein, je vais mettre que c'est 80 000, d'accord? Mais c'est 79 498, 80 000 pascal. Ça, c'est la pression, comme d'habitude, de l'air sec, plus la pression en H2O. C'est toujours vrai, d'accord? La pression en H2O, je viens de la déterminer. La pression totale, c'est les 80 000, au lieu des 100 000, hein, puisqu'on est en altitude, d'accord? Donc la pression, elle est descendue, c'est normal. Ça, vous en avez l'habitude. Ça veut donc dire que ma pression partielle en dioxygène, on l'a déjà vu plein de fois, la fraction molaire du dioxygène dans l'air, c'est aux alentours de 21%. Donc je reprends ce 21%, ce sera 0,21 fois ma pression de l'air sec. Voilà. Et il suffit de faire le calcul. Donc vous voyez que là, on est dans quelque chose qui est du même style de ce qu'on avait déjà fait, d'accord? On l'a fait en... Enfin, vous allez le faire. Ceux qui étaient en ED hier, on a fait quelque chose dans le même genre. Quand vous allez être en ED, on fait des trucs qui sont dans le même genre. On prend les choses les unes après les autres. D'accord? Voilà. Donc là, il faut faire le calcul. Hein. Vous reprenez les chiffres, vous les mettez à l'intérieur et vous allez trouver le résultat. Et je n'ai pas la moindre idée, d'ailleurs, de ce que ça va faire. Par contre, j'avais rajouté, je crois, une petite question supplémentaire, il me semble, c'était quelle était, en fait, c'était pas quelle était la pression partielle en H2O ou quelque chose, je ne sais plus ce que c'était. Non, le pourcentage d'H2O dans l'atmosphère, oui, c'est ça, d'accord? Donc le pourcentage d'eau dans l'atmosphère. Eh bien là, ça veut dire qu'à un moment, il faut que vous calculiez quel est le nombre de moles qu'il y a dans l'atmosphère. Sachant qu'on en a rajouté. D'accord? Et vous savez quoi? Maintenant que vous avez ça, cette question-là, je vais la laisser pour le prochain ED. Donc pas celui qui est cette semaine, celui de la semaine suivante. D'accord? Donc cette deuxième question, quelle est la fraction molaire de l'eau dans cette atmosphère-là? Maintenant que ceci est fait, je le laisse pour le prochain ED. Donc vous pouvez continuer à y réfléchir, vous avez le début de la réflexion. Essayez de trouver. Ce que vous savez maintenant, c'est quelle est la pression partielle de l'humidité par rapport à l'atmosphère complète et par rapport à l'air sec. Donc vous devriez pouvoir répondre à ma question. Vous devez pouvoir le faire là maintenant. C'est bon? Ça ne vous semble pas évident, hein? Mais je vous jure que c'est possible. Parce qu'en même temps, pour tous les gaz, vous connaissez la pression, vous pouvez estimer le volume, ça ne pose pas de problème, d'accord? Vous connaissez le nombre de moles, la concentration, ça revient au même, ce qu'on vous demande, et vous avez la température. Donc ça ne devrait pas être difficile. Allez, on continue, pour que vous puissiez vraiment donc,
y réfléchir. Donc ça, je vais le laisser de côté. C'est ce que je viens de faire. Hein. Ah ben c'est bon, ça s'arrête là. Pourquoi il ne veut pas aller plus loin? Si. Oui. Donc on souffle sur une boisson chaude pour la refroidir avec de l'air plus froid. Non, on ne souffle pas sur une boisson pour la refroidir avec de l'air plus froid, on souffle sur une boisson pour faire quoi? Pour rompre l'équilibre qui s'était établi. D'accord? Donc ça se fait naturellement, on est bien d'accord, hein, puisque l'air chaud a tendance à monter, donc il y a toujours un peu d'air froid qui vient sur les côtés, d'accord? Pour renouveler. Ça se fait naturellement. Mais si on souffle, on chasse carrément, très rapidement, tout l'air, quel que soit le sens qu'on met à air, là, hein, d'accord? Ce qui se trouve au-dessus du liquide. Et en ayant fait ça, on a supprimé une bonne partie de l'humidité qui s'était déjà évaporée. Ça veut dire qu'on peut recommencer l'évaporation. D'accord? On favorise donc l'évaporation tout simplement en empêchant la condensation. Puisque vous savez que quand on est à l'équilibre, ça condense à la même vitesse que ça s'évapore. Et si on a viré toute l'humidité qui se trouvait au-dessus du liquide, il n'y a plus de condensation, il n'y a plus que de l'évaporation. Et donc quand ça s'évapore, on emmène de la chaleur, mais quand ça condense, on ramène de la chaleur. Si on empêche la condensation, on a juste la perte de chaleur et non plus l'équilibre qui se trouve entre les deux. Voilà, c'est pour ça qu'on souffle sur un liquide chaud, c'est pour enlever l'humidité qui s'est naturellement mis en équilibre avec la phase liquide. Donc, est-ce qu'il vaut mieux souffler de l'air à 37 sur la soupe ou prendre le sèche-cheveux pour la refroidir? Ça semble un peu tordu comme idée, parce que d'un côté, on a de l'air qui est, fatalement, quand il sort de mes poumons, hein, moins chaud que le sèche-cheveux. Donc, a priori, il y a plus de chances qu'il refroidisse. Mais je vous l'ai dit déjà la dernière fois, l'échange thermique entre l'air que je souffle et le liquide, il est complètement minime. L'air est un très, très, très mauvais conducteur de la chaleur. D'accord? Donc, il n'y a quasiment pas d'échange thermique, en fait. Quasiment pas. Très, très peu. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. Sinon, un four, ça ne marcherait pas. D'accord? Four, c'est de l'air qui tourne autour des aliments et ça finit bien par effectivement les cuire. Mais ça marche très mal, vraiment très mal. Ce n'est pas efficace. D'accord? Dans les faits, les aliments qui sont à l'intérieur du four cuisent plus par rayonnement des parois du four que par le fait que l'air est chaud à l'intérieur. L'air chaud à l'intérieur compte pour finalement assez peu. C'est surtout par rayonnement. D'accord? Donc ça veut dire que là, le fait que ce soit de l'air chaud qui sorte du sèche-cheveux compte finalement pour pas grand-chose dans l'histoire. La grosse différence qu'il y a entre madame qui souffle et le sèche-cheveux, c'est que l'air qui sort des poumons de la personne là est à saturation en humidité. Et oui, dans nos poumons qui sont extrêmement humides, on a de l'air qui est à 100% d'humidité. Enfin, qui est même à 100% d'humidité quand on inspire. C'est pour ça que ça passe essentiellement par le nez et par les bronches, histoire que ce soit de l'air humide qui rentre dans les poumons et qui ne vienne pas justement dessécher les alvéoles et que l'échange donc gazeux se fasse plus facilement. D'accord? Donc c'est de l'air très humide qui va sortir des poumons de la dame. En contrepartie, donc à 37 degrés, 100% d'humidité. D'accord? De l'autre côté, l'air qui est soufflé par le sèche-cheveux, lui, il est au départ à la même humidité que l'air ambiant. Mais comme il a été réchauffé, sa tension de vapeur de cet air plus chaud, sa pression de vapeur saturante, pour un air plus chaud, elle est plus élevée.
Ça veut donc dire que cet air chaud-là qu'on est en train d'envoyer sur la soupe a une capacité d'absorption de l'humidité qui est bien supérieure à l'air ambiant. Il est capable d'évaporer plus, d'absorber plus d'humidité par évaporation. Donc il y a toutes les chances que la solution sèche-cheveux soit plus efficace que la soufflette qui est sur le côté. Mais on n'a pas toujours un sèche-cheveux sous la main, à table, surtout quand on va au restaurant. Donc, voilà. Mais ce sera probablement plus efficace, tout simplement parce que c'est de l'air beaucoup plus sec, et encore plus sec parce qu'on l'a réchauffé. C'est-à-dire que son taux d'humidité, quand il sort du sèche-cheveux, a baissé par rapport à l'air qui était rentré dans le sèche-cheveux. Parce que sa pression de vapeur saturante, elle a augmenté. La quantité d'eau n'a pas changé, mais la pression de vapeur saturante, elle a augmenté. Et comme le taux d'humidité, c'est le rapport entre les deux, forcément, on pourra mettre plus d'humidité à l'intérieur. C'est dessiné là-dedans, mais c'est bon. C'est la même chose, c'est ce que je venais d'expliquer. Simplement, j'avais prévu une diapo, mais j'en ai pas eu besoin pour l'explication, donc vous inquiétez pas de ça. Je vais poser cette question un peu bizarre. Alors, quel était le point commun entre le saucisson, les momies et l'hémolyse des globules rouges? Vous avez trouvé ce que c'était que le point commun? Normalement, on a fait le cours sûr. Alors, c'est quoi le point commun? C'est l'osmose. Dans les 3 cas, c'est l'osmose. On dessèche une momie de la même manière qu'on dessèche un saucisson. Voilà. De la même manière. À savoir qu'on a une cellule, les cellules de la chair, et que ce soit la chair de la momie ou que ce soit la chair du saucisson, ça ne change fondamentalement rien. D'accord? C'est de la viande, c'est des cellules, d'accord, qui, au départ, quand cette chair est fraîche, est constituée d'un milieu intracellulaire et d'un milieu extracellulaire. Donc il y a la membrane cellulaire entre les deux. Et on a vu, je crois que je l'ai dit en cours, que l'osmolarité globale est à peu près uniforme du milieu intracellulaire et extracellulaire aussi normal, d'accord, tourne aux alentours de 0,3 osmoles par litre. Quand on fabrique du saucisson, donc ce qui correspond à une pression osmotique, vous le voyez, relativement élevée, d'accord, de ce que vous avez là. Donc ça, c'est la pression osmotique interne. C'est beaucoup, vous remarquez. Mais comme le milieu extracellulaire, normalement, est à la même pression, il ne se passe rien. Sauf que quand on dessèche du saucisson ou une momie, on fait quelque chose de bien particulier. On la couvre de sel. Le saucisson rentre dans la grande catégorie des salaisons. D'accord ? On peut faire ça avec le jambon, avec n'importe quoi d'autre. On prend de la chair et on la recouvre de sel, de chlorure de sodium, la plupart du temps, parce que c'est le plus simple, et puis au moins ça a bon goût. D'accord ? Avec d'autres sels, ça marcherait. Et en particulier, pour les momies, ce n'est pas du chlorure de sodium qu'on utilise, c'est du natron. Enfin, c'est un autre type de sel. D'accord ? Mais on n'a pas l'intention de les manger, les momies, donc ce n'est pas grave si ça n'a pas bon goût. Mais donc, on prend un sel. Ce sel va faire, et vous voyez qu'ici, c'est du sel quasiment pur et sec que l'on va utiliser. Ce qui veut dire que l'humidité qu'il va y avoir dans ce sel va pouvoir dissoudre un petit peu de ce sel, mais chaque fois qu'on en dissout un peu, on est à saturation et il faut rajouter de l'humidité pour continuer à fabriquer de la solution. Donc, le fait d'utiliser du sel sec au départ pour le faire fait que la solution qui va entourer donc la chair fraîche, les cellules, sera toujours à saturation. Et saturation avec du chlorure de sodium, c'est aux alentours de 360 grammes par litre à température plus ou moins ambiante. Et on peut considérer qu'on est à température ambiante pour l'instant. Ce qui correspond à 12 osmoles par litre. C'est beaucoup, surtout quand on calcule la pression osmotique correspondante. 300 atmosphères. Ah ben 300 atmosphères,
ça pousse, hein. Et vous vous rappelez ce que fait le solvant à travers une membrane. Il va tenter de diluer la solution la plus concentrée. Donc, l'eau qui se trouve à l'intérieur de la cellule va sortir de cette cellule. D'accord? Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Et faire sortir l'eau des cellules, donc de la chair, c'est la dessécher. On appelle ça des saucissons secs. Et vous savez à quoi ça ressemble une momie. Je suis sûr que vous avez déjà vu une photo de momie. C'est de la chair toute sèche. C'est pour cette raison-là. Donc par osmose, on a forcé l'eau à sortir de l'intérieur des cellules. Et ça protège cette chair-là de la décomposition pour une raison très simple. C'est que la quasi-totalité des micro-organismes qui sont capables d'attaquer cette chair-là, ont besoin d'humidité pour survivre, 2, supportent extrêmement mal les milieux très très salins. Donc, que ce soit de la viande en salaison ou que ce soit les momies, elles sont protégées des attaques bactériennes en particulier, mais aussi fongiques, les champignons, donc les moisissures, de ces attaques-là qui pourraient les dégrader. Okay? Donc on a bien un phénomène d'osmose. Et en même temps, ça explique aussi l'hémolyse, parce que si ce que je viens de faire là, je le fais lentement, en mettant du sel, donc du sel sec autour de mes saucissons, mes salaisons ou de la momie, il faut un peu de temps pour que l'eau commence à sortir, mouiller le sel qui est autour, donc c'est un phénomène qui prend du temps. Ça va se faire lentement, l'eau a le temps de sortir de la paroi. Si par contre, je fais ça en sens inverse, je vais forcer de l'eau à rentrer à l'intérieur de cette cellule. Comment je peux faire forcer de l'eau à rentrer à l'intérieur? Tout simplement en prenant mes cellules et en mettant de l'eau pure autour. Si c'est de l'eau pure, la pression osmotique de cette solution qui entoure la cellule est nulle. J'ai donc cette fois-ci de l'eau qui va rentrer pour aller diluer la solution la plus concentrée, mais la solution la plus concentrée, cette fois-ci, est dans la cellule. D'accord? Et donc, ce qui va se passer, on va le voir, il y a une vidéo normalement qui est supposée arriver. Alors, lire. Non. La différence de pression qu'on a entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, vous savez, à l'intérieur, il y avait 7,4 atmosphères. D'accord? Ça correspond à une colonne d'eau qui ferait 76 mètres. Donc, ça a l'air rien comme ça, c'est 7,4 atmosphères, mais c'est énorme en fin de compte. Vous imaginez avoir au-dessus de votre tête une pression correspondant à une colonne d'eau de 76 mètres. Je pense que vous pouvez imaginer que c'est une pression qui est extrêmement élevée. D'accord? Eh bien, mettez une pression comme ça à l'intérieur d'une petite cellule qui n'a rien demandé du tout, eh bien, elle explose comme un ballon de baudruche. Comme quand vous soufflez réellement dans un ballon de baudruche et qu'il y a trop de pression à l'intérieur, le ballon il explose. Eh bien, les cellules, elles font la même chose. D'accord? On se retrouve avec uniquement une pression à l'intérieur de la cellule, équivalente à une colonne d'eau de 76 mètres, c'est-à-dire une pression qui est colossale. Est-ce que vous avez déjà vu exploser ou entendu exploser un pneu de vélo? Non? Ça fait vraiment un gros boom. Vraiment. Parce qu'on est aux alentours des 6-7 bars comme ici. D'accord? Donc quand ça explose, ça fait vraiment du bruit. D'accord? Peut-être un pneu de voiture tout simplement ou un ballon de football. Enfin déjà un ballon de baudruche, vous savez que ça fait du bruit. D'accord? Parce que ça explose violemment. Mais un ballon de baudruche, on est à peine au-dessus de la pression atmosphérique quand ça explose. À peine au-dessus de la pression atmosphérique. Et ça fait déjà une belle explosion, ça vole déjà en éclats, le ballon vole en éclats. Donc là, vous imaginez la pression que les cellules sont en train de subir. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça, cette hémolyse-là? Mais c'est pour pouvoir atteindre ce qui est à l'intérieur des cellules. On fait exploser les cellules tout simplement pour pouvoir analyser ce qui est à l'intérieur. Et donc, faire exploser ces cellules, il n'y a rien de plus simple, il suffit de les récupérer, on les met dans de l'eau pure, et poum, elles explosent comme des ballons de baudruche
à cause de la pression osmotique à l'intérieur des cellules. Donc, c'est le même phénomène d'osmose, mais dans les deux premiers cas, les saucissons, les momies, on fait sortir l'eau de la cellule. Dans le cas de l'hémolyse, on fait rentrer l'eau dans la cellule. Mais ça fonctionne de la même manière, c'est toujours le solvant qui se déplace pour aller diluer le milieu le plus concentré.